Bonjour à tous, on va commencer si ça vous va. Déjà, merci d'avoir souhaité assister à notre présentation. Alors, on sait qu'il est tard, du coup, vous en avez peut-être plein la tête là. Promis, dans notre presse, il n'y a pas une seule ligne de code, il n'y a pas une console noire qui fait peur. Nous, c'est vraiment une prise de recul. C'est une prise de recul sur notre métier à nous de développeurs. La seule d'ailleurs. On va essayer de faire un constat sur la place du développeur dans nos équipes, dans les équipes de développement et dans les entreprises plus globalement. On va essayer de redorer un peu le blason du développeur, parce que mine de rien, le développeur, il a un petit peu besoin qu'on le mette un petit peu en avant. On va essayer de lancer des pistes de réflexion aussi tous ensemble. On va essayer aussi de trouver des solutions peut-être ensemble si on a le temps un petit peu de discuter après. Voilà. À noter que il y aura quand même une bonne dose de mauvaise foi et de sarcasme, quoi. On va pas être surpris. Ok. Premier axe qu'on a envie de développer. Donc là, déjà, je vais commencer par un constat. On va commencer par un constat sur la place du dev. Le premier axe qu'on a choisi, c'est l'évolution du métier de développeur. On va repartir aux années 2000, à l'époque où les GIFs, ça n'a jamais été la mode en fait. Ou GIF pour ceux qui prononcent comme ça. Dans les années 2000, on parlait pas de développeur, on parlait d'analyse développeur. Le mot il fait un peu mal, analyse programmeur même. Le mot il fait un peu mal maintenant parce qu'on l'a un petit peu oublié, on l'a un petit peu mis de côté. Mais c'est quand même, la disparition de ce terme-là est assez symptomatique de l'évolution de notre métier. Parce qu'à l'époque, l'analyse programmeur, il avait une vision sur toute la chaîne. Comme son nom l'indique, il faisait l'analyse, la conception, puis après il faisait la réalisation. Donc du coup, petit à petit, si on avance dans le temps, il y a une scission entre les deux. On a d'un côté le business analyst qui lui va faire les specs, va écrire les specs et puis sans trop savoir comment la réal va être faite. Et de l'autre côté, du coup, il y a le bon développeur qui lui va suivre la spec et faire la réalisation du projet. Si on avance encore un petit peu dans le temps, on voit sur les offres d'emploi apparaître non plus le seul terme développeur, mais on voit qu'il y a aussi une séparation en termes d'expérience. On voit qu'on cherche des devs juniors, on cherche des tech leads, on cherche des experts, des architectes. Donc il y a vraiment aussi une scission du point de vue de l'expérience. Donc on aura ceux qui vont concevoir techniquement les applications, puis il y aura ceux qui vont exécuter, qui vont cracher du code. On pousse le vice encore plus loin. On arrive maintenant un petit peu à nos temps ici de maintenant. Et ça fait déjà un petit moment déjà que c'est en place. On voit qu'il y a aussi une scission par domaine. On est obligé de faire des choix maintenant parce que les offres d'emploi, elles demandent quoi? Des devs front-end, des devs back-end, il y a même des nouveaux métiers qui arrivent, des devs DevOps, des data scientists. En gros, tout ça pour dire qu'il y a un effritement de responsabilités chez les développeurs. Et tout ça pour dire que finalement, on se pose la question, est-ce que c'est une menace pour nous? Ou est-ce que c'est tout simplement une opportunité? Pour l'instant, je plante juste des graines dans les têtes de chacun. On essaiera d'y répondre après, mais là, je veux juste faire poser les bonnes questions. Ça, c'est le premier axe, l'historique. On va passer sur un deuxième axe. On a voulu voir comment était valorisé le développeur dans le monde du travail. Comment on évalue cette valeur là, qui est donnée au développeur? On regarde son salaire, tout simplement. On a pris un premier biais, c'est la Silicon Valley. Et là, bon, pactole. Les développeurs sont très bien considérés au niveau des salaires. Si on met ça relativement aux autres rôles IT, on voit qu'il est autant rémunéré, voire même plus que les autres rôles IT. Un autre point intéressant aussi dans cette zone géographique, c'est que les salaires des stagiaires, un stagiaire quand il est embauché en tant que stagiaire, il est payé comme un employé junior. Il n'est pas employé rémunéré comme un stagiaire. C'est peut-être un détail pour vous, mais en tout cas… J'ai une connerie quoi. C'est parce que t'as dit c'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous ça veut dire beaucoup. D'accord. En fait, pour nous ça veut dire beaucoup, et c'est juste que c'est symptomatique de la valorisation qui est faite là-bas pour les développeurs, quoi. Directement, on veut les attirer chez nous parce qu'ils sont importants. Maintenant, on va faire un retour chez nous. Et chez nous, ça se passe pas pareil. Chez nous, on n'est pas en train de dire que les développeurs ne gagnent pas d'argent, parce que personnellement, j'ai un confort de vie de ouf. Mais c'est juste qu'ils sont en dessous, dans la pyramide des salaires, ils sont totalement en dessous. C'est juste ça le problème. Alors, encore une fois, c'est un constat. Maintenant, on se pose des questions. Est-ce que c'est légitime cette différence? Est-ce que dans notre zone géographique, chez nous, est-ce qu'un développeur apporte moins qu'un autre profil IT? Est-ce qu'il a moins d'importance? Est-ce que la réussite d'un projet elle est plus due aux autres qu'aux développeurs? Voilà, c'est encore des pistes de réflexion. Le troisième et dernier axe de constat qu'on va faire ensemble, on va s'intéresser au marché de l'emploi.
Parce que finalement, on pourrait très simplement expliquer cette différence de salaire si le marché de l'emploi était très serré. Les recruteurs auraient juste à rogner les salaires et puis c'était réglé. Et on va voir une chose, il y a gros suspense, je le sens. On est un peu les stars sur le marché de l'emploi. Il y a une pénurie de devs, que ce soit en France ou au Luxembourg. Et on estime même qu'en 2020, il manquera 140 000 développeurs en France. Donc ça, c'est des chiffres qu'on a trouvés en faisant des petites recherches. Donc voilà, le développeur, c'est le roi du marché. Pour prendre un peu mon expérience à moi, et je pense que Nico, c'était pareil, au moment où je suis sorti de fac, de MIAGE, j'avais le choix dans l'entreprise que je voulais faire, dans laquelle je voulais travailler, pardon. J'avais aussi le choix dans les technos, dans le projet en lui-même, est-ce qu'il avait du sens pour moi? J'avais même le choix entre le client pour lequel j'allais travailler. Donc c'est assez confortable pour un développeur, ce marché du travail qui est assez intéressant. Donc voilà, là on a fait 3 constats en gros. On a d'un côté la spécialisation du développeur qui est poussé à se spécialiser fortement, à avoir une expertise. De l'autre côté, en plus de ça, on a une recherche, une pénurie de développeurs. Mais pourtant, il n'est pas assez bien considéré par rapport aux autres, en tout cas relativement. On va voir maintenant, est-ce que ça c'est justifié, cette mauvaise considération du développeur? Alors, ce que vient de décrire Mathieu là, c'est globalement un désamour de la profession de développeur. Et c'est quelque chose qui est sans doute complètement discutable, mais malgré tout, on le ressent. À titre d'exemple, si vous êtes avec des potes ou des gens qui ne vous connaissent pas et on vous demande ce que vous faites, est-ce que vous allez vous sentir particulièrement fier de dire que vous êtes développeur? Moi, honnêtement, voilà, je ne suis pas spécialement emballé à l'idée de dire que je suis développeur parce que ça embarque une image qui est assez négative. On a un peu l'impression d'être la dernière roue du carrosse, d'être les maçons de la profession de l'IT, les mecs qui réalisent, qui ont en entrée des spécifications qui vont débiter du code. Mais ce n'est pas en tout cas quelque chose qui donne l'impression de vraiment contribuer à des aspects décisionnels sur des projets. On n'a pas l'impression d'être des têtes pensantes, on a l'impression d'être des gens qui réalisent. Et donc, ce dont on veut notamment vous faire part avec Mathieu, c'est que nous, on pense que ce ressenti-là, il est erroné. On aimerait que ça change, on aimerait en tout cas être un petit peu moteur de cette évolution, sans prétention. Alors, ce qu'on peut constater aussi, c'est que, par exemple, si on prend l'exemple d'Intech, on vient quand même de formations très, très diverses. Il y a des formations généralistes, il y a des gens qui viennent de la fac, de la MIAGE, il y a des gens qui viennent d'écoles un peu plus spécialisées. Moi, je viens de Télécom Nancy, pardon, lapsus. Et ce que je peux dire, c'est que même au cours de ma formation, on ne m'a pas fait spécialement sentir que le boulot de développeur, ce serait quelque chose qui est spécialement valorisant. C'est assez, au contraire, ingrat. Quand les profs ils nous parlaient du fait d'être développeur, c'était un pied d'entrée dans le milieu professionnel, mais ce n'était pas quelque chose de valorisé, ce n'était pas une fin en soi. On nous disait plutôt, ah vous verrez, vous allez commencer en étant dev, mais rapidement, vous pourrez devenir chef de projet, manager, etc. C'est pour ça que vous êtes ingénieur, ce n'est pas pour continuer dans le dev. Donc là, il y a déjà un biais, et on voit que la mentalité, elle est relativement ancrée même au sein des différentes formations. J'espère que, peut-être que vous ne partagez pas ce ressenti, mais en tout cas, moi et Mathieu, c'est quelque chose qu'on a vécu. Et donc, nous, on a le sentiment, au contraire, que quand on est développeur au quotidien, quand on est développeur au quotidien, on va au contraire prendre beaucoup de décisions, on porte beaucoup de responsabilités, et on va avoir une incidence réelle sur les projets, sans doute autant que tous les autres rôles de l'IT, que ce soit les chefs de projet, les managers, etc. Et donc, on dit qu'être dev, c'est être responsable de plein de choses, comme Spider-Man. Donc voilà, c'est être responsable de plein de choses, même si effectivement, étant donné les mentalités, ça ne figure pas forcément sur sa carte de visite. Pourtant, c'est quelque chose que vous pouvez vous aussi ressentir au quotidien. Quand vous travaillez, déjà, il y a quelque chose qu'on observe sur le marché ici notamment, mais c'est quelque chose qui est aussi purement culturel, c'est que les managers, ils ont tendance à se détacher des fonctions de développement. Ils deviennent managers et donc ils rompent avec le développement. Ce qui fait que finalement, il y a une dépendance qui se crée entre le rôle de manager et le rôle de développeur notamment, qui fait qu'un manager, il va besoin d'avoir une relation de confiance réelle avec son développeur. Sur un projet, c'est quand même le développeur qui, au final, va conseiller les choix de stack technique, les choix de langage, les choix de techno, les choix, qu'est-ce qu'on va utiliser pour la DB. Il va besoin d'infrastructure, il y a un besoin d'infrastructure, d'architecture, et tout ça, le manager, il ne va pas forcément être capable, même s'il vient du dev à un moment donné,
de prendre des décisions lui-même, il va vraiment faire confiance à son développeur. Et donc ça déjà, c'est une responsabilité réelle et qui a de réelles incidences. Et même vous, au quotidien, même quand vous en référez pas avec manager, enfin j'espère que vous le faites, vous devriez, mais vous avez aussi des responsabilités qui vous incombent à vous-même et dont vous ne référez à personne. Pour tout ce qui est réalisation des tests, il y a des outils qui permettent de vérifier, mais ce que vous réalisez comme commentaire, la qualité des commentaires, personne n'est là pour le vérifier. Vous allez demander à vos pairs de vérifier la qualité du code que vous réalisez, mais vous en êtes aussi grandement responsable. Vous allez faire des choix d'implémentation, de design, etc., qui ont une incidence réelle à terme sur les performances, sur la pérennité, la robustesse, la scalabilité de l'application, et sur aussi la capacité qu'aura quelqu'un derrière vous à venir vous remplacer. Et donc la maintenabilité à terme de l'application. Et la responsabilité du dev aussi, c'est quelque chose qui est un peu particulier, mais, et qu'on ne rencontre pas forcément dans beaucoup de professions, c'est aussi la responsabilité de l'auto-formation. Parce que quand vous allez dans une boîte, on va vous dire, je blâme pas Intech du tout, hein, je pointe personne du doigt, mais on va vous dire qu'il y aura une formation. Et c'est vrai, il y aura des semaines de formation qui seront payées par la boîte et qui vont vous permettre d'apprendre des choses, mais c'est pas ça la réalité du terrain. C'est pas une semaine de formation que vous allez faire par-ci par-là qui vont vous permettre d'être réellement compétent dans un domaine. Et c'est pas non plus le fait d'avoir une boîte qui va vous dire on te paye une certification Java à 3 000 € et on va t'ajouter une ligne sur ton CV. Ça, bon, honnêtement, c'est un peu du bullshit, ça n'apporte rien de réel, c'est pas ça qui apporte des compétences réelles. La compétence réelle d'un développeur, c'est l'envie d'apprendre, la passion pour son domaine, le fait d'être en formation permanente et d'aller chercher lui-même les informations. Ça, c'est une responsabilité réelle. Et il y a une autre responsabilité qui est importante aussi quand on est développeur, c'est de faire des choix, et c'est ce que disait tout à l'heure Mathieu. Quand on commence à bosser, finalement, on fait un choix super important, qui est le stage sur lequel on va bosser. Et en fait, on y accorde autant d'importance parce que sans probablement peut-être y réfléchir au début, mais on se rend compte que c'est quelque chose qui nous prédestine fortement. On va travailler sur du machine learning au début, donc probablement c'est ce qu'on va faire pendant un petit moment. Et déjà là, c'est faire un choix d'expertise. Au final, être développeur, c'est faire des choix de carrière très très tôt et risquer potentiellement de s'y enfermer. C'est un risque réel qu'on verra par la suite. Et donc, si on veut jouer un peu la provocation et évaluer les responsabilités des uns et des autres, ou en tout cas l'importance de chacun sur un projet, là, encore une fois, j'ai parlé de provocation tout à l'heure, c'en est une. Sur un projet, imaginez la situation où vous êtes au quotidien, imaginez que vous êtes développeur et on dégage tout le reste, donc tout ce qui est décisionnel ou tout ce qui est reporting, etc. Est-ce que vous ne pensez pas que vous serez capable à un moment donné de faire avancer le projet, de prendre des décisions, de comprendre les problématiques, l'analyse, de la réaliser vous-même, et de dire, bah voilà, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une probabilité non nulle qu'à terme le projet aboutisse? Moi je pense que si, je pense qu'on saura se débrouiller, en tout cas faire des choses. Sans doute qu'il y aura des frictions, ça avancera moins bien, je ne dis pas du tout qu'il y a des gens qui sont inutiles, attention, ne le prenez pas pour vous, je dis juste qu'on pourra sans doute avancer. Maintenant, si sur un projet on retire complètement les devs, je ne dis pas qu'il ne se passera rien, mais je pense qu'il ne se passera plus grand-chose. Voilà, ça vous fait rire, donc c'est bien. Et ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'il y a un réel souci de rupture finalement. Le manager, il devient manager à un moment donné, ou il l'est quand il est embauché, mais en tout cas, il rompt avec le développement. C'est ce qui se passe la plupart du temps. C'est pas systématique, mais c'est quand même souvent ça. Et pourtant, si on regarde au niveau des écoles, par exemple, il y a un besoin réel de développeurs. Il y a énormément d'écoles qui se créent, il y a 42 qui fait de la reconversion, il y a Webforce 3 qui fait des formations très court terme, donc il y a des gens qui deviennent boulangers et demain qui deviennent développeurs, donc ils ont bien conscience qu'on a un besoin réel d'eux. Et en même temps, si on regarde, et on a regardé avec Mathieu, on vous promet, au niveau des écoles de management, il y a quand même une évolution qui est beaucoup plus lente et un besoin, en tout cas, qui se manifeste beaucoup moins violemment. Et les écoles de management, si on regarde leur programme, globalement, ça n'a pas beaucoup évolué depuis une dizaine d'années. Alors, c'est aussi ça qui fait qu'à un moment donné, il y a un fossé qui se creuse. Excusez-moi, j'avais d'autres choses à dire. Donc oui, être développeur, c'est aussi être comme ce chien, c'est-à-dire en équilibre sur un fil, et non pas très doux à caresser. Je suis désolé, j'improvise, je dis n'importe quoi. Toujours est-il qu'au choix pendant une carrière, on va forcément faire des choix. Et ces choix, ça va être, c'est ce qui se présente au cours d'une carrière. Un jour, il y a quelqu'un qui va vous dire, bah voilà, maintenant, il faut que tu choisisses de plutôt t'orienter vers des fonctions managériales ou plutôt devenir expert technique. Et ça, c'est quelque part un piège. En tout cas, c'est super risqué dans un monde où les responsabilités, les rôles et surtout les technologies
les métiers évoluent très rapidement. Choisir de se spécialiser, de devenir expert dans quelque chose, c'est prendre un risque réel, de devenir soi-même obsolète rapidement. Pour l'illustrer, on peut prendre un cas très concret, que la plupart d'entre vous ne connaissent pas, sauf les plus anciens au fou. Les banques, par exemple, il y a 25 ans, elles développaient des applications en COBOL. 25 ans, j'en sais rien. Peut-être même à peu près dans ces eaux-là, quoi. On s'en fout. Toujours est-il qu'il y avait des applications en COBOL à un moment donné, et il y avait des besoins en développeurs COBOL. Et donc ces gens, ils faisaient ça, et à un moment donné, les banques, elles ne sont pas parfaites non plus, malgré ce qu'on peut penser, elles peuvent réagir très lentement. Et donc, elles n'ont pas changé ces softs-là qui aujourd'hui existent encore. Et donc, elles ont maintenu un besoin virtuel pour des technologies qui sont ancestrales et de fait obsolètes, et très peu performantes notamment. En tout cas, elles ont maintenu un besoin virtuel pour des développeurs qui sont devenus experts COBOL et qui se sentent super valorisés à un moment donné parce qu'ils sont devenus rares sur un marché qui fait que, de fait, loi de l'offre et de la demande, ils sont devenus super bien payés. Donc, ils sont experts, ils ont un métier qui est bien payé, et les banques ont besoin d'eux. Mais demain, on peut espérer que les banques réagiront et se diront peut-être que mes softs en COBOL, ils sont tout pourris, et il faudrait que je les trash, et que je reparte de zéro, et que j'embauche des jeunes développeurs qui vont arriver avec des idées nouvelles, sans dire que les vieux n'ont pas d'idées nouvelles, hein, mais ils en ont moins. Et du coup, ce qu'on peut se dire, j'ai perdu le fil parce que je vous vois rigoler, je trouve ça cool. Ce qu'on peut se dire, voilà, c'est que le mec qui fait du COBOL, finalement, demain, il ne vaudra plus rien sur le marché parce que la banque aura décidé qu'elle devait changer ses technos. Donc, ce mec, au final, il a sans doute pris de la valeur au cours de sa carrière, mais il a quand même pris un risque énorme. Et donc là, vous allez me dire, c'est un exemple tout pourri, parce qu'aujourd'hui, personne ne fait ça. Personne ne se dira, demain, je vais faire du COBOL, ou je vais faire de l'Angular, par exemple, pour prendre une techno au minimum d'actualité, je vais faire de l'Angular 2, ou de l'Angular 4, ou de... On ne choisit pas, on se dit, je vais faire du front, par exemple, ça, c'est une spécialisation. Et je vais donc être capable de m'adapter, de faire de l'Ionic, désolé Max, je parle d'Ionic, de faire du React, ou peu importe. Mais on ne fait pas de choix qui sont directement orientés techno. Pour autant, on peut considérer quand même qu'il y a un risque d'obsolescence. De fait, par exemple, si demain, Google décide de créer un outil VisiVig qui soit super puissant et qui permette à un graphiste de faire de l'intégration directe, bah, le besoin en développeur front, il sera quand même rendu un petit peu minime, en tout cas moins important qu'aujourd'hui. De la même manière, vous dites, moi je fais du back, je fais que du back, je suis super fort là-dedans, et je vais me spécialiser là-dedans, et ce besoin il sera toujours réel. En fait, la plupart du temps, il ne faut pas se mentir, vous faites que du CRUD, et Google il fera peut-être aussi un soft super puissant basé sur du deep learning qui permettra à une IA de le faire tout seul. On n'en sait rien. Toujours est-il que on n'a jamais de recul sur l'obsolescence, on ne sait pas ce qui va être obsolète demain, et donc le risque de la spécialisation, il existe toujours. Ok. Nico a dit beaucoup de choses. Ah, il est en freestyle, je ne le contrôle plus. Je vais essayer de résumer en 2 points, 2 idées. D'une part, il y a une prise de risque du dev, parce qu'il va devoir se spécialiser. Okay, donc on voit que c'est un peu risqué quand même. D'autre part, il y a quand même un écart de considération entre ce développeur et les autres métiers. En tout cas, nous on le pense. Mais est-ce que ça se passe comme ça, vraiment? Comment ça se passe dans la vraie vie? Comment on souhaite s'orienter dans du dev et pousser dans le dev, et comment on souhaite devenir manager? On va repartir un petit peu en arrière dans les écoles. Rappelez-vous, quand vous étiez à la fac, même la première ou deuxième année, ceux qui ne voulaient pas faire de dev, ceux qui ne se sentaient pas à l'aise, c'était ceux qui voulaient devenir manager ou chef de projet. C'est ceux qui avaient la fibre chef de projet décisionnel. C'était ceux dans vos équipes projet à la fac qui disaient « toi tu fais l'appli, moi je fais le rapport et la presse ». C'était eux qui voulaient devenir manager. Mais en fait, c'est même pas… En fait, c'est vraiment ça que je me souviens. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est comment… On ne pense pas tout ce qu'on dit. Hein. Pas du tout, j'y pense rien. Non. Des choses qu'on nous a soufflées aussi. Le critère d'évaluation. Comment on évalue un manager et comment on évalue un dev? Pour un dev, je trouve que c'est assez facile. On se branche à son GitHub, on calcule ses pushes, on compte ses lignes de code, on regarde son test coverage. On a tout de suite des métriques assez faciles à trouver. Comment on évalue un manager? Alors, on va pouvoir l'évaluer sur des critères productiviste, c'est-à-dire la réussite des projets et la rentabilité de ces projets. Mais si on prend un peu de recul et on revient à l'essence même du manager qui est la gestion des humains, si on donne une petite fibre humaine à l'évaluation, il va falloir pouvoir se dire à quel moment cette équipe-là s'est sentie épanouie en travaillant avec ce manager-là. Il y a quand même des problèmes d'évaluation de manager qu'on pense qui sont à régler. Ok, donc là, on a posé des questions sur voilà, comment on devient manager,
comment ça se passe l'ascension professionnelle dans notre métier, etc. Avant d'essayer de trouver des réponses dans nos têtes, on s'est dit on va faire un peu de recherche. Parce qu'il existe des théories sur l'ascension professionnelle, etc. On en a trouvé 2 qui sont assez intéressantes, un peu provocatrices et un peu farfelues. Un tout petit peu. On vous les donne. La première, c'est la théorie, le principe de Peter. Alors, principe de Peter, qu'est-ce qu'il dit? Je le lis parce que je ne l'ai pas appris par cœur. Dans une hiérarchie, tout employé a tendance à s'élever à son niveau d'incompétence. C'est brutal déjà, on sent, c'est percutant. Et le corollaire qui en découle est encore meilleur. Avec le temps, tout poste sera occupé par un employé incapable d'en assumer la responsabilité. Je prends un exemple pour imaginer. On a un stagiaire qui vient d'arriver chez Intech. Il est bon, par chance. C'est une image, il n'a pas de stagiaire précis en tête. Non. C'est un bon stagiaire, donc du coup, il vient de mi-âge. Donc du coup, on va l'embaucher vu qu'il est bon. Il va devenir développeur junior. Pendant 2, 3 ans, 4 ans, il va évoluer. Il va monter en compétence sur des sujets qui le passionnent. On va le nommer tech leader au bout de 4-5 ans. Il va continuer à travailler, il va trouver de l'expertise dans un domaine. On va le nommer expert technique ou architecte technique. Et du coup, il va se poser un soir chez lui. Il va se dire, j'ai 30 ans, je suis expert dans un domaine. Il me reste 30 ans de carrière. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais évoluer en termes de salaire, en termes de responsabilité? Qu'est-ce que je vais apprendre de plus? L'entreprise, de son côté, elle va se dire, on ne veut pas le perdre, on ne veut pas qu'il parte. On veut le garder, c'est un bon élément, quel que soit son rôle. Donc du coup, qu'est-ce qu'elle va lui proposer? Elle va lui proposer des fonctions managériales, parce qu'elle n'a rien d'autre à lui proposer. Et c'est là-dessus que c'est sur quoi flirte le syndrome de Peter. Quel dieu mystique du travail un jour a dit « l'excellent développeur sera un bon manager ». C'est impossible, c'est possible que ça arrive, mais c'est pas de facto le cas. Ok, principe de Peter, c'était ça. La deuxième est encore plus barrée, mais je m'en fous, je vous l'ai dit. Principe de Dilbert. Les gens les moins compétents sont systématiquement affectés au poste où ils risquent de causer le moins de dégâts, ceux de managers et de décideurs. Point. Provocateur extrême, je ne le partage pas du tout, je pense Nico non plus. Du tout. Ce serait un suicide professionnel que de cautionner ça. Juste, on est au courant, c'est impossible de coller ces théories-là à notre monde concret du travail. Par contre, il n'y a pas de fumée sans feu. Si ces théories, elles existent, c'est qu'elles sont le fruit peut-être d'un malaise qui est vécu dans les entreprises. On essaye de mettre des mots ici qui sont un petit peu provocateurs pour dire qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas, il y a peut-être des choses à changer, un malaise à régler. Alors, Mathieu est en train de parler de malaise et comment on répond à un malaise, à un problème, nécessairement en innovant. Or, dans les entreprises, l'innovation, elle concerne principalement une évolution, une innovation en tout cas productiviste sur des produits. Et même quand ça concerne les domaines du management, finalement, l'objectif, ça va toujours être d'améliorer un résultat, d'améliorer une efficacité et de le faire en baissant les coûts. Comment expliquer cette différence justement entre l'évolution des domaines purement techniques et l'évolution du management qui va peut-être pas au même rythme? Déjà, globalement, c'est ce qu'on a mentionné déjà à plusieurs reprises, il y a 2 manières pour devenir manager. Soit on vient d'une école qui forme des managements, or, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ces écoles, globalement, elles n'ont pas beaucoup évolué depuis 10 ans, elles enseignent les mêmes choses et elles ont une orientation qui est purement productiviste. Elles veulent améliorer des rendements et des résultats, etc. Et en même temps, ces gens qui vont être formés, si demain vous les avez en tant que manager, ils ne connaîtront pas votre métier. Alors est-ce que vous leur accorderez beaucoup de crédit? Moi franchement, je ne sais pas. La deuxième manière de recruter des managers, de former des managers, d'en fabriquer dans les entreprises, c'est de le faire par ce que j'appellerais la capillarité. Un peu comme quand on trempe un sucre dans de l'eau, plus on attend, plus l'eau monte. Et de la même manière, vous entrez dans une entreprise et par capillarité, au bout d'un moment vous êtes dev, et finalement vous allez nécessairement au fur et à mesure du temps devenir manager, ou alors partir. Mais en tout cas, si vous évoluez, vous deviendrez manager. Et donc pour devenir manager, vous aurez tendance à répéter ce qu'on vous a enseigné, les méthodes qui vous auront été enseignées. Et donc encore une fois, ce n'est pas un modèle qui tend à créer de l'innovation ou à apporter de l'innovation, à remettre en question ce qui a été créé. Et ça c'est un problème réel. Encore une fois, on le présente de manière un peu simpliste sans doute, mais on ne peut pas nier que ça existe. Alors pourquoi on voudrait changer les anciens modèles de management? Pourquoi nous on est là en train de râler un peu, en train de dire ouais, il y a quand même un problème entre les devs et les postes décisionnels? Simplement, l'évolution elle est naturelle à un moment donné. On n'est pas simplement capricieux. On n'est pas en train de se dire simplement on est développeur et ça ne nous va plus. C'est juste quelque chose
de naturel que d'observer ce qui a été fait et de vouloir l'améliorer. C'est pour ça qu'on parle de millennials, de digital natives. Ces générations à qui on donne des noms, c'est pas simplement, elles ne sont pas génétiquement différentes, elles sont simplement nées avec des dizaines d'années d'écart. Ce qui fait simplement qu'elles pensent différemment, c'est qu'elles observent le monde dans leur esprit tout jeune et elles se disent « ouais, il y a des choses qui peuvent être améliorées ». Et on change beaucoup la technique, mais finalement le management, on le fait évoluer très peu. Et donc, ces générations, comment elles se définissent? Elles se définissent généralement par opposition, par réaction, un peu brutale parfois, de ce qui a été créé. Et donc, ce qu'on est en train de dire là, je parlais de suicide, ce qu'on est en train de dire là, c'est que l'amélioration, le changement passe nécessairement par une forme d'innovation. Et nous, on n'est pas là en train de dire, voilà, il faut le faire exactement comme ça. On est juste en train de pointer du doigt certains problèmes, et les pistes, bah, n'importe qui peut les trouver. Toujours est-il qu'il y a quelque chose, quand même, différents points auxquels on peut penser assez naturellement. Par exemple, on a évoqué à plusieurs reprises le fait que la confiance, elle était super importante dans une équipe. Notamment, bah, d'ailleurs, c'était une notion qui était également présente dans la première présentation de ce matin. Donc la confiance, elle est nécessaire quand le manager, par exemple, il demande à son équipe de travailler, de travailler sur un projet, mais également, elle est nécessaire dans le sens des développeurs envers son manager. Or, il y a un concept qui a été théorisé, qui est qui s'appelle la dilution de la confiance dans une structure hiérarchique. En gros, c'est de se dire, étant donné qu'on est évalué par ses chefs, on a un peu peur d'eux. Et quand on a peur de quelqu'un, on a un peu moins confiance en lui. C'est quelque chose de naturel. Et donc, on va se dire, bah voilà, moi je suis développeur, mon manager il va m'évaluer, donc je lui fais confiance, mais je lui fais confiance un peu relativement. De la même manière, mon manager il va avoir un peu moins confiance en ses chefs qu'il n'a confiance en les autres managers. Et donc, au fur et à mesure de la hiérarchie, on se rend compte que finalement, en tant que développeur, on n'a peut-être pas beaucoup confiance en ses dirigeants supérieurs. Et je vise personne, c'est un concept, encore une fois. Hein. Mais c'est juste que la hiérarchie a tendance à diluer la confiance. Et donc, naturellement, on se dit, bah, pour restaurer la confiance, on n'a qu'à exploser cette hiérarchie. Et donc, au lieu de créer une structure hiérarchique, définir non pas des grades, mais des rôles, attribuer à chacun des rôles sur une structure qui est complètement aplanie. Ça, c'est une piste. Ce qu'on peut se dire aussi, une autre piste qu'on peut évoquer, c'est l'évaluation. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Et l'évaluation, encore une fois, c'est très important dans la relation de confiance. Et donc, elle est généralement purement intentionnelle, l'évaluation. Vous êtes évalué par vos managers. Et pourtant, c'est quelque chose qui est super important, on ne dit pas, mais ça évalue généralement, encore une fois, que des critères qui sont productivistes, la manière dont vous êtes capable de réaliser des projets, de les mener à bien. Or, il y a d'autres critères qui sont super importants, qui est le bien-être que vous, en tant que développeur, vous ressentez dans ces équipes-là. Et pour ça, c'est super important d'être capable de se dire, tout le monde, indépendamment de son grade, qui n'existerait plus dans une structure aplanie, devrait être capable de s'évaluer les uns les autres. Ça aussi, c'est une piste. Et donc, ce qu'on est en train de décrire en gros, dans les grandes lignes, c'est quand même les bases de ce qu'on appelle l'entreprise libérée. Donc, l'entreprise libérée, c'est un beau mot, etc. Vous allez dire, oui, bah, nous, on est dans une entreprise libérée. Oui, mais c'est important que chacun prenne bien conscience de ce que ça représente et de ce que ça implique aussi dans le quotidien. Et finalement, l'innovation, c'est quelque chose qui nécessite que chacun s'expose, prenne un risque individuel. Voilà, donc on n'est pas du tout en train de donner des solutions ou donner des leçons, on a fait ça beaucoup trop à l'arrache pour être capable de ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que chacun, et notamment vous en tant que développeur, êtes capable à un moment donné de reprendre le pouvoir. Voilà, si vous avez des questions.